C'est beau. Ouais. Alors, donc, on se situe au tout début des années 90. Le web apparaît. Vous pouvez nous parler de cette expérience-là, votre découverte des technologies du web, le premier site que vous avez créé, personnel, professionnel. Donc, on avait déjà plein d'activités sur l'Internet, donc le web, ça ne semblait pas un truc particulier à l'époque, et moi, je fais partie de ceux qui n'avaient pas perçu l'importance de cette innovation. À l'époque, le concept d'hypertexte avait été à la mode, c'était déjà en train de baisser. Et donc, ma première action, c'était oui, bon, encore un truc hypertexte, on a déjà eu des tas d'autres, et je n'avais pas perçu l'importance d'innovation comme l'hypertexte en réseau, comme l'URL, comme désignateur unique. On parlait de nommage tout à l'heure et de FTP anonyme. Quand on faisait du FTP anonyme, une des traditions de l'époque, c'était les listes d'adresses de serveurs FTP anonymes distribuées par exemple sur Usenet. Par exemple, vous voulez télécharger des logiciels pour Atari, vous pouvez aller voir à tel et tel endroit, il y avait le nom du serveur FTP anonyme, son adresse IP, parce qu'on n'avait pas confiance dans le DNS, on n'était pas sûr, ça existait déjà, mais on n'était pas sûr que ça marche tout le temps, et les noms du répertoire, il n'y avait pas la syntaxe unique et formelle que donnaient les URL. Donc chaque serveur FTP, il fallait plusieurs lignes pour donner tous les détails. Donc quand le web est apparu, moi je ne l'ai pas perçu tout de suite. Je me souviens, c'est Lionel Ceinturier qui me l'a montré la première fois. C'était après la sortie de NCSA Mosaic, ça donne la date. Le web existait déjà depuis 2 ou 3 ans, mais n'était vraiment pas du tout sur l'écran radar. Donc j'avais trouvé ça, ouais, oui, sans plus, c'est un logiciel parmi d'autres, un service parmi d'autres, mais ça a en fait assez vite pris. Et puis c'est vrai que c'était beaucoup les étudiants qui m'avaient dit mais si, c'est génial, tu devrais t'y intéresser plus. Et donc c'était à l'époque Lionel Ceinturier, Ludovic Rousseau, Pierre-Yves Lechoux, Pascal Courtois, les étudiants au CNAM qui s'intéressaient à ces innovations. Et c'est là qu'on avait installé un serveur HTTP au CNAM, un serveur web, qui avait été de peu le premier de France. De peu ? De peu, l'INRIA est arrivé juste après. Ah, d'accord. Le contenu était très limité. En fait, c'était purement une expérimentation. On met un serveur HTTP, on rajoute dans le DNS www qui aujourd'hui est ces 3 lettres banales, mais à l'époque ça n'était pas. On recharge la zone DNS, on lance Mosaic, on voit nos images, super. Bon, et c'était tout. Sur le moment, je ne peux pas dire que j'avais perçu l'importance que ça aurait. C'était simplement une expérience rigolote à tenter. Tiens, ça marche. Et puis à l'époque, il y avait des gens qui géraient une liste de tous les serveurs web du monde. On pouvait encore avoir une liste de tous les serveurs web du monde. Et si mes souvenirs sont bons, elle était hébergée à l'université d'Hawaï. Et donc il y avait une page que tout le monde connaissait, qui était la liste de tous les serveurs web du monde. Et dès qu'on avait quelque chose, même avec un contenu faible ou nul, pouf, c'était mis là. Par qui ? Qui gérait la page ? Oui. Je ne me souviens plus de son nom. C'était sur un serveur Hawaii, c'est ce que vous disiez, d'accord. Tout à fait. Oui. Qui maintenait une liste de tous les serveurs web en profitant de la possibilité de l'hypertexte pour mettre un lien vers tous les sites. Et à l'époque, on regardait le trafic, on disait il y a un type qui vient du Japon, là, c'est super. C'était vraiment de la technique pour la technique, il n'y avait pas de contenu comme ça. Petit à petit, ça s'est mis à être un peu plus sérieux et à mettre du contenu. Et à ce moment-là, on a commencé à rentrer dans les problèmes qui sont encore aujourd'hui ceux du web, de par exemple comment trouver du contenu intéressant, le maintenir à jour, de quoi ont besoin les gens, enfin tout un tas de problèmes qui à l'époque n'étaient pas perçus. Et je me souviens qu'un des premiers contenus qui avait été populaire, c'était un rassemblement de grands voiliers à Rouen qui s'appelait l'Armada de la Liberté. Donc ça devait être 1994 puisque ça devait être fait pour un anniversaire du débarquement allié en Normandie. Et donc les grands voiliers se rassemblaient à Rouen, puis descendaient la Seine en grande parade que j'avais photographié et mis en ligne sur le web. Aujourd'hui, c'est une grande banalité, mais à l'époque, ce côté reportage perso avec photo et mis sur le web, c'était très nouveau et ce site avait eu pas mal de succès. Vous aviez créé un site dédié pour cette armada ? Non, c'était sous w3.knam.fr. D'accord, donc on mélange... On n'avait pas encore l'idée de mettre un nom de domaine par chaque fois qu'on avait un contenu un peu différent. D'accord.
Ouais. Pour resituer le contexte, vous pouvez nous parler de l'endroit dans lequel ça se faisait. C'était ça s'appelait pas encore la DSI du CNAM? Non, ça s'appelait le laboratoire d'informatique, mais le nom est un peu trompeur parce qu'en fait, c'était pas un laboratoire au sens recherche, c'était le service informatique du CNAM, plus exactement le service informatique dédié aux étudiants. Il y avait aussi un service informatique qui s'occupait de choses comme la paye, des choses de ce genre. Mais là, c'était le service informatique qui gérait les ressources des étudiants, les salons libre-service et un autre truc qui n'a rien à voir avec le web, mais dont j'étais très fier, qui était le service d'accès distant par modem, et les autres services qui servaient pour les étudiants. En effet, j'ai eu beaucoup d'échos de ce service d'accès à distance. Beaucoup de gens sont passés apparemment par cette technologie-là et ça les a beaucoup marqués. Et vous pensez que ça va contribuer à diffuser un peu la technologie ou son usage, en tout cas alors à l'intérieur des masses estudiantines du CNAM, enfin des masses c'est peut-être un peu exagéré, mais aussi à l'extérieur, par bouche à oreille, etc. Oui, parce qu'il y a quelque chose que, bon, je n'ai pas dit à l'époque à la direction, que maintenant je pense qu'on peut avouer, qui est que la majorité des utilisateurs, ce n'étaient pas des gens du CNAM. Voilà. C'est des gens qui n'avaient aucun rapport avec le CNAM, puisque les étudiants, souvent... alors d'abord, à l'époque, pas mal de gens, même étudiants en informatique, n'avaient pas forcément un ordinateur à la maison. Ensuite, ceux qui l'avaient, avoir un modem était difficile. À l'époque, les autorités françaises avaient décrété que les modems étrangers étaient dangereux et qu'il fallait uniquement des modems agréés qui étaient des prix délirants. En fait, la mesure était soi-disant technique, mais en fait, elle était protectionniste. Donc un modem agréé coûtait 10 fois le prix d'un modem normal. Et donc on les faisait venir clandestinement aux États-Unis. En fait, que dès qu'on avait un copain qui allait aux États-Unis, on lui demandait de rapporter des modems et il y avait le frisson d'angoisse au passage de la douane parce que c'était interdit l'importation de ces modems non agréés. Donc, et après on les remettait sous le manteau. Tiens, ça y est, voilà les modems. Et donc ça rendait assez compliqué l'accès distant. Donc les étudiants, beaucoup n'en avaient pas profité, n'avaient pas utilisé. Mais par contre, il y avait tout un tas de gens qui étaient intéressés, qui avaient entendu parler de cette technologie et voulaient un accès. Soit c'était des gens qui venaient du monde du UCP, comme Laurent Chemla, ou BBS, c'est-à-dire les gens, le BBS c'était un service où on accédait en formant par modem, en formant le numéro de téléphone du BBS. C'était pas un vrai réseau en fait, c'est un accès distant à un ordinateur. Et les BBS fournissaient typiquement des services, messagerie, forum, téléchargement de fichiers. Il y avait même des gros BBS professionnels comme Calvacom. Calvados devenu Calvacom. J'ai utilisé Calvacom pendant assez longtemps, depuis mon Mac, qui était un peu... Et donc tout ce monde-là avait entendu parler d'Internet et ça les intéressait. Donc j'avais ouvert des comptes via notre service d'accès Alors, notre service d'accès par modem était, selon les critères d'aujourd'hui, assez artisanal. C'était 10 modems posés sur les étagères en bois. Je revois l'ouvrier des services techniques du CNAM venant installer les étagères en bois. Et ensuite, on pose les 10 modems dessus, le routeur derrière et rouler jeunesse. Et ensuite, on a créé des comptes pour pas mal de gens qui n'avaient aucun rapport avec le CNAM. Mais donc, c'était pas vraiment dans les règles, mais c'est ce que je disais, à l'époque, tout ça était sous le radar. Donc, si j'avais par exemple demandé l'autorisation à la direction, il est probable que la direction n'aurait simplement pas compris de quoi je voulais parler ou ce que je faisais. Donc, c'était dans la frange recherche personnelle, ni interdite ni autorisée. Et effectivement, du point de vue social, ça a eu un intérêt. C'est qu'il y a eu plein d'utilisateurs et des gens dynamiques, curieux, donc qui apportaient en échange des comptes rendus d'expérience, des idées, tiens, il y a ça qui ne marche pas, tiens, tu devrais améliorer ça, et qui contribuaient à diffuser l'Internet ensuite. Si on revient au premier site, vous avez évoqué donc le site du CNAM et c'est dessus donc on mélange tout, on met l'Armada de la Liberté, des infos peut-être institutionnelles, enfin peut-être revenir un petit peu sur ce mélange des genres. Et ça me fait penser du coup au site de Nicolas Pioche qui à l'époque a, je crois, un certain succès. Est-ce qu'on peut aussi revenir dessus? Est-ce que vous en avez gardé des souvenirs? Est-ce que ça fait partie des sites à l'époque célèbres? Ou est-ce que c'est célèbre par le fait que le Louvre va bondir? Non, c'était vite. Bon, tout ça a été finalement assez rapide entre la sortie d'NCS à Mosaïque et le moment où tout le monde parlait du web et s'excitait là-dessus. C'est écoulé quoi, même pas un an. Enfin, ça a été vraiment une période
le moment où il fallait être là, parce que tout changeait très vite. Et donc, il y avait tout à coup plein de gens qui avaient installé Mosaic, qui avaient un accès à Internet, via les modems du CNAM ou via d'autres méthodes, ou dans leur université tout simplement, et qui demandaient du contenu, et qui, avec l'impatience du nouveau converti, voulaient vite des choses tout de suite. À l'inverse d'une organisation comme le Louvre, est très conservatrice, très lente, mais un temps fou à bouger. En plus, la RMN a un contrôle du merchandising. Ils vendent plein de choses et ils sont dans une approche très, très contrôle. Ça doit passer par nous. Bref, en pratique, tout un tas de choses qui sont dans le domaine public n'étaient pas sur le web. Donc Pioche avait rassemblé tout un tas de photos et mis ça sous l'intitulé Le Louvre. Ce qui était un petit peu limite parce que ça n'avait pas de rapport direct avec le Louvre, mais c'était quand même une bonne idée parce que ça a attiré l'attention des gens sur le potentiel du web pour autre chose que de l'information technique. Il faut rappeler que Tim Berners-Lee avait inventé le web pour partager de l'information technique et pratique, notamment les documentations techniques du CERN. Donc quelque chose de très utile. Pour les gens du CERN, c'était très utile, mais c'était loin d'être tout le potentiel du web. Et ce qu'a fait le Louvre, ce qu'a fait le Louvre de Nicolas Pioche, c'est de montrer que le web pouvait être utilisé pour des sujets d'intérêt général et qu'on pouvait s'en servir pour distribuer de la vraie information, des choses qui paraissent banales aujourd'hui, à l'époque où tout collégien utilisait Wikipédia pour ses exposés, mais à l'époque, c'était vraiment au niveau. Il faut vraiment se rappeler que c'est une perspective complètement différente. Mettre des tableaux avec un texte décrivant le tableau sur le web, aujourd'hui, ça oui, et alors mais à l'époque, l'idée était vraiment nouvelle, y compris pour les informaticiens. Ils disaient, ah bon, on peut mettre. Il y a autre chose que l'informatique dans la vie. Et des gens utilisent nos ordinateurs pour faire autre chose que de l'informatique. Parce que pas mal d'informaticiens ont tendance à considérer que l'informatique sert à faire de l'informatique. Et là, donc, c'était un peu un choc. Donc, il y a eu, quelques trucs un peu limites, comme le nom qui a été changé après en Web Louvre, pour marquer la différence, et après en Web Museum, pour des raisons juridiques avec le Louvre. Mais c'est vraiment des détails. Et plutôt que la mesquinerie des réactions de la RMN, il faudrait plutôt rappeler que c'est ce site web, dont un miroir était hébergé au CNAM, c'est ce site web qui a fait que les gens tout à coup ont compris que le web pouvait servir à tout. Ça a peut-être même rendu service au Louvre, qui du coup s'est mis assez rapidement au web pour récupérer. Oui, je pense que c'était un des buts de les secouer un peu et d'obtenir quelque chose. Mais enfin, ça prend du temps de bouger les institutions comme ça. Surtout qu'il y avait donc des gros enjeux financiers. Il suffit de voir les tarifs dans la boutique de la RMN. Et des sites un peu vedettes, avant 94-95, est-ce qu'il y a des sites en France qui font référence, ceux que tout le monde voudrait imiter, viens voir, ceux sur lesquels on braque les projecteurs ou pas? En France, clairement, il y avait le Louvre, le Web Louvre, le Web Museum, en France. En dehors de ça et en rapport avec la France, il y en a un dont je me souviens bien, c'était le site www.paris.org, c'était fait par un États-Unis en Californie, qui avait déposé paris.org et qui avait fait un site web d'information sur Paris, où il y avait plein de trucs sur Paris, de plans de visite, d'idées, d'hôtels, de trucs comme ça. Enfin, un truc très bien. Là encore, aujourd'hui, on le regardera en disant, oui, enfin, il n'y a pas grand-chose, mais à l'époque, c'était là encore l'exploration d'une utilisation nouvelle du web. Avoir un endroit où on pouvait avoir toutes les informations sur Paris. Et il avait passé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts là-dessus. Et là encore, évidemment, la mairie de Paris avait réagi de manière extrêmement mesquine, en disant « il n'a pas le droit, de faire ce que nous, on ne fait pas ». Mais ce site-là, paris.org, avait été un grand succès et a pendant longtemps été une des références du web. Un des sites qu'on utilisait pour les démos, quand on voulait montrer que le web, c'était super et que ça pouvait servir. Et je cherche à me rappeler du nom de l'auteur, je l'ai rencontré pourtant. Et là, j'ai un trou de mémoire. Je ne me souviens pas.
Et les premiers sites de e-commerce, alors on est dans un tout autre domaine, mais je crois qu'il y a eu quelques pionniers comme la librairie Le Monde Antique, TIQE, qui est arrivé assez rapidement. Il y a eu les éditions Lavoisier, à la page c'est 96. Mais est-ce que vous vous souvenez des premiers sites commerciaux marchands? Il y en a peut-être avant, à quel... Moi, je ne me souviens pas tellement. Ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. Donc, je ne me souviens pas tellement d'avoir vu ça. Je me souviens bien que dans le rapport Terry, de quand il date le rapport Terry? Le rapport Terry sur les autoroutes de l'information, 94. Il y a une note sur le e-commerce qui explique notamment que Internet est un gadget de hippie gauchiste, que ça n'a aucun avenir, notamment parce que ça n'a aucune sécurité, donc on ne peut pas faire de e-commerce dessus. Ça, je m'en souviens bien. Bon, sur le moment, ça m'avait fait rire, mais sans plus, parce que je n'ai jamais travaillé dans le e-commerce et ce n'est pas spécialement ça qui m'intéressait, donc je ne me souviens pas bien de à quoi ça ressemblait au début. D'accord. Vous avez commencé à participer aux premières associations. Alors, je dis les premières associations, mais première, c'est sûrement pas le bon terme, mais en tout cas, les associations qui se forment autour de l'usage d'Internet. Je sais que vous avez participé à l'AUI. Vous étiez dans le conseil d'administration. Vous pouvez parler de ce moment où il y a des nouveaux modes d'association qui se font autour de l'usage Internet qui sont assez différents, j'ai l'impression, de ce dont on parlait tout à l'heure, qui était plus la culture des utilisateurs. Vous vous souvenez Oui, alors, ce qui s'est passé, en fait, moi je pensais plutôt à l'époque qu'il fallait que l'Internet ne soit pas un truc spécial, mais irrigue toute la société. Par exemple, les droits et libertés sur Internet, c'est pas un problème Internet, c'est un problème de droits de l'homme et qui n'a rien de spécifique à Internet. Mais à l'époque, c'était très très difficile à faire passer. C'est-à-dire, il y avait en général une conviction fortement ancrée, aussi bien chez les informaticiens que chez les gens qui disaient « Ah non, l'informatique, quelle horreur !» Il y avait une conviction bien ancrée qu'il y avait une sorte d'exceptionnalisme de l'informatique qui était que c'était à part et que ça reflétait pas, que ça n'avait aucun intérêt. Par exemple, au sein du Parti communiste, il y avait eu la fête de l'UMA avec le stand multimédia, mais globalement, donc il y avait une activité de militants du PC sur l'Internet, mais globalement, ça n'irriguait pas du tout leur parti. C'était une poignée de gens que ça intéressait et qui faisaient des choses, qui essayaient de convaincre la direction, qui essayaient de convaincre les autres instances, mais sans aucun succès. Donc, idem pour les questions liées aux droits de l'homme, les organisations classiques de défense des droits de l'homme ne s'en préoccupaient pas. Pour les questions liées aux droits des consommateurs, là encore, les choses ont beaucoup changé. Depuis, c'est très différent, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc ça poussait à créer des associations spécifiques Internet. Il y avait déjà le débat à l'époque. Est-ce que c'est une bonne idée de créer une association spécifique Internet? Moi, j'ai toujours pensé que non, mais que des fois, on n'a pas le choix. Donc il y avait des gens qui voulaient créer des associations spécifiques Internet en disant que c'était un monde exceptionnel. C'est un peu la fameuse déclaration d'indépendance du cyberspace de John Perry Barlow, où il prétend que c'est un monde nouveau avec des règles nouvelles. Donc là, ça justifie des associations spécifiques. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais d'un autre côté, à l'époque, si on voulait faire quelque chose, il n'y avait pas le choix, puisque aussi bien les syndicats que les associations de consommateurs, de défense des droits de l'homme, les partis politiques, ne prenaient pas du tout en compte les questions Internet. Donc si on voulait faire quelque chose, il fallait le faire nous-mêmes. Et pour moi, c'était ça, l'AUI au début. Il y avait un autre débat qui était est-ce qu'il fallait plutôt mettre l'accent sur le côté défense du consommateur, sur des histoires comme le prix, parce qu'il commençait à apparaître par exemple des faillis commerciaux, ou est-ce qu'il fallait plutôt mettre l'accent sur le citoyen et parler droit, liberté. Donc la UI, c'était plutôt l'idée qu'il fallait défendre le citoyen et qu'il y ait une parole des utilisateurs de l'Internet. C'est à peu près à la même... Il faut voir aussi qu'à l'époque, quels étaient les problèmes concrets. Il y en a un dont je me souviens bien, c'est qu'il y avait une boîte qui avait déposé la marque Internet et qui prétendait faire payer tous les gens qui utilisaient le terme Internet. Parce que, évidemment, parmi les gens qui faisaient vraiment de l'Internet, personne n'avait pensé à déposer la marque. Donc ça, c'était l'Internet Society qui avait pris ça en charge en faisant systématiquement des procès pour faire annuler tous les dépôts de marques ayant un rapport avec l'Internet. Parce que la création de l'Internet Society doit dater à peu près de cette époque aussi.
Je crois que Valentin Lacambre avait créé un 3615 Internet aussi. Oui, mais pas avec des buts, pas les mêmes. Mais qui donnait accès à l'Internet via le Minitel. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé du Minitel, mais c'était un peu le grand sujet à l'époque. Et donc la UI travaillait plutôt sur les questions liberté, droits de l'homme et ce genre de choses. D'accord. Mais personnellement, je n'y ai pas énormément investi de temps en fait, et je suis pas. Ben, si vous en avez discuté avec Myriam, elle peut mieux. Ça va venir. Ça va venir. Ah oui, il y a la UI, donc vous y. C'est un peu quand vous. Moi, j'ai une question sur le mot défendre le citoyen ou l'usager. C'est parce que l'usager à l'époque, c'est à la fois l'usager professionnel, grand public. Enfin, les rôles paraissent tellement. Parce que c'est quand même un peu des professionnels ou des usagers avertis qui sont à la UI. Donc, c'est quoi le citoyen du net de l'époque? Est-ce que c'est le citoyen de base, le netizen enfin... Bah, le citoyen de base, netizen, ça oui, je m'en souviens aussi, du bulletin de Jérôme Torel. Mais le citoyen de base à l'époque, donc lui était très loin de ça. C'était plutôt une conviction de la part des gens qui faisaient la UI que un jour, ça serait banal. En fait, on n'a pas attendu très longtemps. Moi, je pensais que ça prendrait 20 ans. Et en fait, ça a pris beaucoup moins que ça avant qu'effectivement, tout le monde et son chien est connecté à Internet aujourd'hui. Et donc, que ça jouerait un rôle essentiel dans la vie. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, en 2015, c'est vraiment le cas. Tout se fait sur Internet, tout passe par Internet. Et à l'époque, on n'était quand même pas trop sûr de nous. On disait, ça sera sans doute ça, peut-être dans 20 ans. Oui, c'est vrai que c'est d'ailleurs. En plus, c'était il y a 20 ans. Donc, c'était plutôt la conviction que toute la société allait passer sur Internet et qu'une bonne partie des activités sociales se ferait sur Internet et que donc les principes de base, par exemple de liberté d'expression, devaient s'appliquer à Internet comme ailleurs. Mais l'utilisateur normal, lui, effectivement, il n'existait pas encore beaucoup. On le sentait venir, mais on ne le fréquentait pas vraiment. À l'époque, ma maman n'était pas connectée à Internet. En fait, pour moi, le seuil, ça a été ça. Quand ma maman était connectée à Internet. Et du coup, les gens qui participaient à des associations tournées vers cette conception-là d'utilisateur Internet, de l'utilisateur disons citoyen, qui participait à ces associations je parle en termes de profils socio-professionnels, des gens comme vous qui venaient de l'ingénierie, ou d'autres qui venaient plus peut-être d'une tradition d'association à vocation citoyenne. C'était quoi le terreau socio-professionnel de ces associations-là? Il y avait, je ne sais pas s'il y a eu des études sociologiques, au PIFOMET, il y avait une majorité, je pense, de techniciens de l'informatique. Mais une majorité, pas une vaste majorité, juste une majorité. Les autres étant d'un milieu socio-professionnel, effectivement éduqué, des gens qui pouvaient avoir accès à Internet, c'est-à-dire beaucoup des universitaires. Avec une appétence pour cette question avec du droit. Pour des questions de droits de l'homme, de liberté, des questions au-delà du monde technique. Oui, parce qu'en fait, autant il y avait beaucoup d'informaticiens à la UI, autant beaucoup d'informaticiens n'y étaient pas parce qu'ils étaient sur l'idée que nous on fait de la technique, on ne s'intéresse pas à la politique, ou la politique était vue. Autant le monde politique et associatif et syndical ignorait l'Internet, complètement ignoré, autant une bonne partie des utilisateurs de l'Internet, surtout les informaticiens, ignoraient le monde politique syndical, n'avaient aucune expérience militante et voyaient ça comme uniquement des vieux messieurs en costume cravate qui font des réunions ennuyeuses pour parler de sujets qu'on ne comprend pas. Et du coup, est-ce que j'ai un peu regardé le site AUI et j'ai essayé de le comparer au site de l'AFU à l'époque, qui était une autre association qui se disait vouloir défendre l'utilisateur Internet. D'ailleurs, en 2002, l'AFU se rebaptise AFNET, Association française des utilisateurs du net. Et j'ai trouvé qu'ils avaient des missions et des discours extrêmement différents sur ce qu'était un utilisateur Internet. Est-ce que vous pensez que l'AFU était plus... L'AFU, AFU? Oui. C'était l'Association française des utilisateurs Unix. Oui. Oui. C'était pas... Dans mon souvenir, l'AFU était plutôt une organisation à visée professionnelle, c'est-à-dire qui visait à promouvoir Unix dans le monde professionnel. Et même, des fois,
excessivement corporate, c'est-à-dire avec des objectifs plus économiques que politiques. Oui, complètement. C'était pour avoir confirmation. C'est ce que j'ai cru voir, mais ce qui m'a étonné, en fait, c'est que cette mission, disons, professionnelle, en faveur de l'industrie, des entreprises, etc., elle finit par définir ce qu'est l'utilisateur Internet pour tout un pan, l'utilisateur professionnel d'Internet pour tout un pan du secteur, parce qu'ils deviennent eux-mêmes une association de défense. Alors, oui, mais à ce moment-là, et puis à ce moment-là, l'affût n'existait plus réellement. Il y a eu la période de gloire de l'affût. Ça a dû être au fin des années 80, ces eaux-là, au moment où il y avait un travail, il y avait au moment où l'informatique d'entreprise migrait depuis les systèmes fermés traditionnels d'IBM Digital vers des systèmes Unix, systèmes ouverts comme on disait à l'époque. Et là, c'était le moment de gloire de l'affût et il y avait un travail à faire là-dessus. Après, elle a connu une crise, des disputes liées autour du contrôle, de la caisse. Enfin, une crise, c'est vraiment mal terminé, quoi, avec procès, accusations réciproques d'avoir piqué dans la caisse, des trucs comme ça. Et après... ce qui est resté ne faisait plus grand-chose. C'est un peu comme l'ISOC France après la crise qu'elle a connue il y a 6 ou 7 ans. Depuis, il n'y a plus rien. Il y a un des clans qui a gagné, mais ce qu'il a gagné, c'était dévasté, il n'y avait plus rien. Donc les associations vivent et meurent. Et en plus, sur Internet, maintenant que tout le monde a son site web, on ne voit pas du premier coup ce qu'il y a comme réelle activité derrière un site web. Donc je me souviens parce que j'allais à l'époque aux réunions de l'affût et c'est là où son groupe sécurité, par exemple, s'était barré et a fondé ce qui est aujourd'hui le CIR, l'Observatoire de la sécurité, des systèmes d'information et des réseaux, qui était l'ancien groupe sécurité de l'affût, qui était parti quand il y avait la crise, qui avait refusé de choisir entre les différents requins qui se disputaient l'affût et qui avait fait scission. Donc à partir de cette crise, alors je ne sais plus quand est-ce qu'elle remonte pour l'affût, je dirais 91, quelque chose comme ça, 90. À partir de cette crise, l'affût n'a plus d'existence réelle, enfin plus d'activité réelle. D'accord, parce que quand même, j'ai l'impression qu'ils supportent, alors je n'arrive pas très bien à mesurer l'importance de leur rôle, mais ils supportent, soutiennent, voire subventionnent des gros événements autour de la promotion professionnelle de l'Internet. Je pense à la fête de l'Internet, mais tout un tas de forums, des conventions, des salons. Alors je ne sais pas si en effet il y a un décalage entre ce qui est annoncé sur le site web et la réalité. Parce que la fête de l'Internet, j'en ai vraiment gardé aucun souvenir. Pour moi, c'était vraiment le truc venu d'en haut, complètement plaqué, qui ne correspondait à rien de la part des vrais acteurs de l'Internet. Alors Jean-Michel Billot, qu'on va rencontrer bientôt avec Benjamin Thierry, va nous en parler un petit peu plus de la fête de l'Internet. C'est vrai qu'avec le regard de l'historien, mais ça peut être aussi des réinterprétations, mais les revues de presse notamment montrent que dans le public, on parle quand même beaucoup de la fête de l'Internet, celle de 97-98, donc ça permet de faire passer ne serait-ce que les mots, web, Internet. Il y a une espèce de pic vers 98 où les journaux télévisés, en tout cas le monde des médias s'y intéresse beaucoup. Donc nous qui n'avons pas connu cette période, moi je ne me souviens pas d'être allée à une fête de l'Internet en 98 en tout cas, on peut avec le regard de l'historien avoir l'impression que c'était quand même quelque chose de marquant. De votre côté, c'est pas... Pour vous, il y avait... Vu des tranchées, non. Non. Ça ne l'était pas. Mais c'est vrai que ça peut être simplement que c'est un autre monde. Billot, il a beaucoup d'entre-gens, un gros carnet d'adresses, il connaît plein de gens. Et lui, il a consacré beaucoup d'efforts à populariser auprès d'autres groupes. Ouais. Mais faut vraiment se méfier de ce qui... Faut pas juger uniquement à partir de ce qui se passe dans les médias, parce que justement, l'Internet correspond aussi à un moment où les médias traditionnels commencent à décliner, où les gens commencent à s'informer par d'autres moyens. Et donc, ce qui passe dans les médias est de moins en moins significatif. Et le reflet de ce qui... Et donc, ce que je disais, jusqu'en 1994, je crois, quand on compte dans l'ensemble des médias classiques les mentions de l'Internet, 0. Or, pourtant, en 1994, Internet existait depuis 15 ans. Et 0 mention. Rien. Pas un seul journaliste qui est allé un peu enquêter, un peu chercher, dire tiens, ça va faire un sujet rigolo. Donc, la perception qu'on a en regardant les médias peut être très trompeuse. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des groupes différents. Et c'est vrai que
Quand Billot essayait de sensibiliser les décideurs dans les grandes banques, par exemple, c'est vrai que c'est un monde que je ne connais pas et où je ne sais pas ce qui s'y passe, et où, donc c'est un autre milieu. Alors justement, l'AUI, puisqu'on revient, c'est en plus un sujet qui tient à cœur à Camille, ces associations d'utilisateurs, vous rentrez par cercle de relations, enfin j'ai envie de vous dire, c'était qui vos, entre guillemets, copains de l'époque dans le monde de l'Internet? Est-ce que c'est une cause qui vous décide? C'est la période des débuts des procès? Est-ce que c'est avant? Enfin, comment ça se passe? Je crois que oui, il y avait, c'était la période où il commençait à y avoir des interrogations et effectivement des procès. C'était Myriam qui m'avait fait rentrer, sauf erreur. Enfin, c'était le contact direct à l'époque, ça devait être elle. Mais bon, on en causait beaucoup sur les réseaux, donc notamment sur Usenet à l'époque. C'était un sujet. La majorité des discussions politiques se faisaient sur Usenet à l'époque. Les premières affaires, j'ai le souvenir du livre du médecin de François Mitterrand, Gubler, qui fait... Il y a eu avant des choses ou pas? Ou c'est vraiment le démarrage et après il y a les procès, c'est la vente d'objets nazis par Yahoo. Oui, mais ça c'est déjà tard, c'est 2001, il y en a un paquet avant, parce qu'il y a eu Alterne avant, il y a eu Alterne et Estelle, oui, il y avait... la vente d'objets nazis par Yahoo, c'est si tard que ça? Oui, fin des années 90. D'accord. Et il y avait... alors, des trucs dont je me souviens, qu'est-ce que je me souviens? Je me souviens sur Usenet d'un type qui faisait de la propagande raciste, alors abominable, des textes absolument abominables, qu'il envoyait sur tous les groupes francophones Usenet. Et je me souviens d'une réunion où il y avait un commercial de Kelvacom présentant une nouvelle version de Kelvacom qui avait montré ces textes abominables en disant, vous voyez le genre d'horreur qu'il y a sur Internet, nous par contre c'est un réseau propre, clean, on n'a pas ce genre de choses. C'était déjà l'affaire Coste, ça pouvait être Jean-Louis? Non, c'était ça avant, c'est encore après, avant, hein, d'accord. Et le type qui écrivait ça, il écrivait depuis un fournisseur états-unien, dont j'ai oublié le nom. C'était un truc connu à l'époque aux États-Unis, parce que je me souviens d'avoir eu beaucoup de discussions avec la représentante de cet hébergeur, et déjà tous les problèmes actuels, c'est est-ce que demander à une boîte privée de censurer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais sinon qui va pouvoir le faire? Et c'était... Qu'est-ce que c'était? Bonne question. Alors je m'en souviens bien parce que les textes étaient vraiment affreux. Et comme ça, et à un moment, le type a disparu, on ne sait pas comment, et donc déjà, ça avait suscité tout un tas de questions, et à l'époque, effectivement, je crois que les médias ne l'avaient pas repris. C'était encore à l'époque où c'était un problème qu'on devait régler entre nous. Après, c'est devenu des affaires médiatiques dont parlaient les journaux sur le thème Internet zone de non-droit, enfin, qui a commencé à naître par cette époque-là, et qui a connu un grand succès, parce que les journalistes ont tout de suite identifié un concurrent et ont tout de suite essayé de tout faire pour le démolir. Et du coup, vous venez de dire que c'était encore ces premiers problèmes qui émergent, c'est encore quelque chose que vous gérez entre vous. Et est-ce que vous pensez que les associations ont commencé à se former quand c'est le gouvernement qui a voulu commencer à gérer la régulation des usages À l'époque, c'était pas encore ça. Le gouvernement n'avait pas encore de discours là-dessus. C'était plutôt... Par contre, il y avait déjà la justice, où il y avait déjà des associations qui... en fait, Internet est devenu en très peu de temps un sujet médiatique. Ça permettait à des associations de faire parler d'elles en citant ça. Typiquement, l'association des étudiants juifs de France, pour ne citer personne, qui se faisait mousser en faisant des premières sur Internet. Et à l'époque, il y avait le côté, c'était nouveau, c'était cyber, c'était la certitude d'avoir un impact médiatique, de faire d'agiter sur un problème lié à Internet. Alors que les tout premiers cas dont je me souviens, donc comme le cas de ce raciste, c'était encore, comme ça n'avait aucun intérêt, tout le monde s'en fichait, à part le commercial de Kelvacom qui avait trouvé ça malin de le citer, ça m'avait beaucoup choqué, je m'en souviens encore aujourd'hui. Qui avait trouvé ça, et surtout qu'aujourd'hui Kelvacom est bien oublié, mais je me souviens bien de ça. Qu'est-ce qui vous avait choqué? C'était de faire de quelque chose de nauséabond un argument commercial, oui. C'est ça. Et puis d'avoir montré les textes sur son... Je me souviens, il avait montré les textes sur un slide dans une présentation commerciale.
Bien sûr, il faut dénoncer le racisme, et pour ça, il faut montrer la propagande raciste. Mais là, c'était plus la volonté de faire peur aux gens et de dire, nous, c'est bien. Parce qu'il y avait tout un débat à l'époque, qui d'ailleurs n'a jamais complètement cessé, mais entre un Internet ouvert et des services fermés. Donc c'était AOL, Infony, Calvacom, qui tous à un moment ont joué la tentative de faire « nous, c'est pas Internet, et tant mieux. Nous, on est fermé, et tant mieux. » Régulièrement, bien sûr, le débat ressurgit, il y a des demandes. D'ailleurs, aujourd'hui, les demandes du gouvernement français, que ce soit Twitter et Google, sont en charge de la régulation de l'Internet et qui l'implémentent. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire que le gouvernement français désigne des entreprises privées comme étant chargées de faire la police de l'Internet. Mais à l'époque, c'était un argument commercial qui marchait. Quand Infony est sorti en France, presque tout leur discours commercial, c'était que justement, c'était pas Internet. Et donc c'était mieux parce que c'était fermé, c'était contrôlé, on savait ce qu'il y avait, c'était vérifié. Ça a été un flop complet, évidemment. Et donc les discours commerciaux ont un peu changé. Et pour AOL, c'était un peu pareil. Et voilà, pas mal de trucs qui ont posé des débats, c'était quand AOL a ouvert ses forums à Usenet. Et tout à coup, il y a eu un afflux massif de gens d'une autre culture. Donc ça a suscité à l'époque beaucoup de discussions du genre qu'est-ce qu'on fait et comment on se régule dans ce genre de choses, parce que c'est toujours la même chose quand il y a un petit groupe de gens qui se connaissent et qui sont un groupe en plus très homogène, qui sont tous amateurs de science-fiction et qui sont tous informaticiens, tout est plus facile. La politique, ça commence quand on a des groupes soit très gros, soit qui deviennent hétérogènes. Et donc, fatalement, toute organisation humaine tend à créer de la politique quand elle passe du stade petit groupe homogène au stade grand groupe varié. Donc, AOL avait été un